nous sommes dans la partie actualité. La partie qui vous permet également de réagir sur tout sujet d'actualité de notre pays, disons socio-politique et économique, bien d'autres. Elle est là pour ça, pour cet exercice ce matin. Mais pour cette rubrique actualité, vous le savez, je suis souvent rejoint par Fredo. Fredo, bonjour. Bonjour, madame. Comment vous allez? Je rends grâce. Et toi? Bon, ça peut aller. Un petit sourire ce matin, il y a quoi? Ah oui. Bien réveillé, c'est ça? Bien réveillé. Ouais. Vous n'êtes peut-être pas influencé par notre invité du jour, j'espère. Non. Ah, d'accord. Pas du tout. Je vais vous laisser quand même la primauté de présenter notre invité du jour. Oui, d'abord, bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur. Et vous allez vous présenter aux téléspectateurs, et parce que vous êtes la première vice-présidente de l'ADI. Et présentez-vous à nos téléspectateurs, téléspectatrices. D'accord, bonjour monsieur Herman, bonjour monsieur Fredo et bonjour à nos téléspectateurs. Je suis Koupopa Isolemo, la première vice-présidente de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral ADI. Et dans la vie active, je suis chargée d'études à la direction des ressources humaines du ministère de l'enseignement technique. D'accord, bon, j'ai voulu la saluer en dernière position. En tout cas, j'ai reçu vos salutations quand même. Ici, on essaie de titiller un peu. Hein. Il n'y a pas de souci pour ça. On va parler de tout ce qui concerne la vie sociopolitique aujourd'hui, mais ce qui t'a posé tout de suite, c'est la dernière élection, disons le double scrutin. C'est la TIB et puis régional, mais si vous lisez un peu les informations, les articles, on a dit chef de file de l'opposition, dit chef de file de l'opposition, puisque vous avez actuellement, en tout cas sur les résultats définitifs, 2 sièges. D'abord, c'est un sentiment de satisfaction. Bon, qu'est-ce qui vous anime lorsque vous attendez parler d'Adi, chef de file de l'opposition actuellement, en attendant de rentrer dans le sujet? Au fait, nous ne pouvons pas dire que c'est un sentiment de joie, au fait, parce que notre désir, ce n'était pas d'avoir 2 députés. 2 députés, c'était d'avoir au moins 10 députés. Et nous nous sommes retrouvés avec 2 députés. Je ne peux pas dire on accepte la situation, nous prenons acte, mais dire que nous nous réjouissons, non. Non, c'est pas ça. Oui. L'objectif n'est même pas atteint. L'objectif. Pas même à moitié. Non, pas du tout. D'accord, Fredo. Oui, bon, comment se porte l'ADI aujourd'hui? Votre formation politique? Je peux dire que tant bien que mal, et nous avons fait des efforts sur le terrain. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de faire le bilan au niveau de chaque fédération et de voir les perspectives. Donc, je peux dire que pour le moment, ADI va bien parce que nous sommes dans les perspectives. Très bien, nous allons parler surtout de ce bilan. Je reviens un peu de bon. D'accord, vous pouvez continuer. Oui, au fait, on n'a pas senti l'ADI dans les contestations parce que d'autres partis politiques ont contesté ces élections, les résultats proclamés par la CENI et la Cour constitutionnelle. Mais on n'a pas senti l'ADI. Est-ce que vous n'avez pas vu les fraudes? Vous pensez que ADI n'a pas contesté? Et je crois que notre président national a participé à plusieurs émissions où il a donné la position de ADI. Il a même dit que ces élections, on ne peut pas parler d'élections. On parle de quoi alors? On parle de quoi alors? Avec cette mascarade-là, on ne peut pas. En 2020, vous voyez ce qui s'était passé. Et en ce moment, déjà, il disait qu'on ne pouvait pas parler d'élections. Et avec ce qui s'est passé, non, vous n'allez pas dire que ADI n'a pas fait de contestation. Bon, officiellement, vous avez quand même eu à faire des recours? Des recours? Oui, nous avons eu à faire des recours au niveau de la Cour constitutionnelle, tout comme au niveau de la Cour suprême. Nous avons fait des recours. Seulement qu'au niveau de la Cour constitutionnelle, il nous a été dit qu'on n'a pas déposé à temps. C'était le vendredi. Mais au niveau de la Cour suprême, ça a été déposé à temps, mais ça a été rejeté en bloc. D'accord, on va revenir peut-être après les élections. On revient un peu en arrière. Qu'est-ce qui a poussé ADI à participer à ce double scrutin?
certes, on dit c'est un parti politique, souvent les partis politiques pour se mesurer, c'est aux élections. C'est uniquement cet objectif qui vous pousse à aller vers ce double scrutin où il y avait d'autres, je sais pas, objectifs terriens. Non, C'était quoi la vous base? savez, nous avons tenu notre congrès le 27 mai 2022 ou bien 2023, c'était 2023. Et lors de notre congrès, il a été décidé unanimement qu'on ne boycotterait plus les élections dans notre pays. Donc, quelles que soient les élections auxquelles nous ferons face, nous y participerons et nous essaierons de lutter pour les meilleures conditions. Donc, une fois que cela a été acté, que nous n'allons plus boycotter les élections, le double scrutin, c'est une élection, donc on ne pourrait que participer. Très bien. Et l'objectif, c'est 10 députés. En tout cas, côté régional, c'était bien prévu déjà. 8. 8. Oui. D'accord. Quelle a été la stratégie? Parce que, personnellement, je n'ai pas vu Hady sur le terrain lors de la campagne dans le Grand Lomé. Et, bon, plus ou moins, il faut le dire pour relativiser un peu, mais au nord du pays, oui. Bon, vous avez préféré rester voilà, dans la circonscription? Non, nous avons eu 2 listes. Il y avait une liste au niveau de golf pour les régionales. Oui. Il y avait également une liste pour les législatives et les régionales. Oui. Au niveau J'ai fait une précision au niveau des campagnes électorales. C'est-à-dire que vous n'étiez pas aussi trop présent, en tout cas sur le terrain, ici qu'à l'intérieur en fait. À l'intérieur, oui, on vous a vu, mais ici, c'était pas... Ah bon. Sinon, il y avait 2 listes, sinon 3, parce qu'il y avait une liste pour les régionales du golf. Et il y avait 2 listes, une liste pour les législatives, une liste pour les régionales au niveau de la préfecture d'Agogne. Oui, côté liste, je suis d'accord. Je parlais de la campagne électorale. La campagne. C'est-à-dire on n'a pas senti sur le terrain où on voyait peut-être sur le terrain à Lomé, quoi. Non, cela me surprend un peu parce vous étiez sur le que malgré ces listes, ou bien c'est parce qu'il n'était pas venu à Espoir pour une émission. Parce qu'on a vu les partis politiques sur le terrain, bien dans le Grand Lomé, je parle du Grand Lomé pour le moment, bon, il y avait plus certains partis politiques plus présents, en tout cas, sur le terrain. Bon, pour apparemment, le fief de l'Hady, c'est un mari. Ah, d'accord. Non, je ne veux pas dire le fief. C'est pas parce que le président national de Tandjouaré, on va dire que le fief de Hady, c'est dans Tandjouaré. Non, en fait, à chaque élection législative, Hady a toujours des députés là-bas. En 2013, vous avez eu 2 sièges là-bas. Docteur Kampatib et professeur Aimé. On confondait les préfectures. Le docteur Kampatib était dans la préfecture de Tone. Oui. Et le président dans la préfecture de Tandjouaré. Oui, je dis, Dapango, c'est le fief de l'Hady, apparemment. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Puisque quand vous dites Dapango est le fief de l'Hady, c'est une préfecture qui est différente de Tandjouaré. Peut-être vous pouvez dire la région des savanes. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne crois pas. Parce que à partir de 2018, Hady a commencé par faire un travail de fond. Et même déjà en 2014, parce qu'au niveau de Dain, c'est déjà en 2014. Maintenant, dans les autres préfectures, à partir de 2018, Hady a commencé par faire un travail de fond et s'étend maintenant dans plusieurs préfectures. Alors, madame la vice-présidente, s'il faut peser un peu le pédigré d'Hady aujourd'hui sur le plan national, qu'est-ce qu'il faut retenir? Non, j'ai l'imprestion que le parti Hady est souvent marginalisé. Vous ne connaissez pas le poids de ce parti. Oui, parce que Hady a commencé par faire des performances que les gens n'ont pas perçues. Oui, rappelez-nous un peu. En 2019, on a un maire adjoint et nous avons 44 conseillers. Déjà en 2019. Et nous étions la 3e force. Après UNI, l'ANC, c'est le parti Hady. En 2020, pour les présidentielles, c'était pareil, la 3e force. Mais c'est comme on ne perçoit pas le travail que Hady est en train de faire au jour d'aujourd'hui. Disons que vous ne faites pas trop de bruit autour de votre force. Vous évitez trop les médias, ça. Ou disons, non, comment ou disons que vous ne faites pas trop de bruit autour de votre force, vous restez un peu bon, voilà, c'est votre stratégie. Oui, c'est une forme de stratégie. Et cela nous permet également de pouvoir aborder plusieurs
plusieurs acteurs également. Très bien. Vous semblez ne pas être aussi d'accord avec ce qui s'est passé. Je vais parler du scrutin législatif et puis régional parce que vous avez parlé des recours et bien d'autres. Concrètement, qu'est-ce qui vous fait dire ça, que ce n'est pas une élection, ça? Parce que c'est avec ça que vous avez commencé l'émission. Voilà. Oui. C'est-à-dire sur le terrain, le 29 avril, est-ce qu'il y a eu c'est pas, je ne vais pas utiliser de mots, qu'est-ce que vous avez constaté? Oui. Qui ne vous fait pas dire Lors que de la campagne, bon, on ne voyait pas venir tout ce qui s'est passé le 29 avril. La campagne, ça s'est bien déroulé. Mais à partir du 28, où il n'y avait plus question de battre campagne, mais il y a une autre forme de campagne qui se déroulait. Laquelle? Et où on invitait les gens, et ces invitations, ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux, mais sous forme de campagne. Et vous allez constater que déjà dans cette journée, jusque dans la nuit, on commençait par cogner à la porte des gens. Le lendemain matin, la situation a commencé par changer. Déjà à 7 heures, vous voyez dans certains centres de vote où on relevait déjà les gens qui ont voyagé, les noms des gens qui ont voyagé. Et l'on se posait la question, c'est pour faire quoi? Mais après, il y avait une affluence de procuration pour les votes. Et bon, les membres du bureau de vote, c'était en complicité, ont cédé. Mais dans certaines préfectures, certains ont réagi, ont tenu tête. Ça a coûté à certains parmi les militants de ADI. Jusqu'à ce jour, certains sont en prison, certains ont pris la fuite. Quoi, les membres d'ADI? Oui, il y a certains militants parmi une population qui s'est déplacée. Vous comprenez ça? Donc nous ne pouvons pas dire au jour d'aujourd'hui. Vous voyez, moi j'ai assisté à une situation où tu arrives dans un bureau dans un centre de vote où on parle d'un chef de centre. Ce que le code électoral ne prévoit pas. Un chef de centre qui est du parti au pouvoir, qui décide de tout. Et qui est capable de sortir un membre du bureau de vote pour dire que non, vous êtes deux, donc vous ne pouvez pas, alors qu'il y a un membre et un délégué. Vous sortez, le second maintenant on lui demande d'aller au dehors pour s'occuper des gens qui viennent pour le vote, de les orienter. Vous voyez des trucs comme ça? C'est étonnant, est-ce que vous avez quand même eu à appeler peut-être la CENI pour signaler? Nous avons réagi, mais une fois que tu quittes d'un bureau à un autre, on t'appelle que par ici, il y a ceci qui se passe. Et puis, les bureaux de vote dans lesquels vous allez voir quelqu'un qui arrive, qui n'est pas du parti ADI par exemple. Les cas que nous avons vécu, qui s'autoproclame membre de bureau de vote de ADI. Maintenant, le vrai membre qui arrive, on lui dit non, vous devez rester au dehors parce qu'il y a déjà un membre. Et le temps de déceler, écrit, je ne suis pas d'accord. Vous comprenez ça? Et lorsque nous parlons de l'élection
non-élection plutôt de notre candidat. Vous comprenez? Jusqu'alors, moi, je n'ai pas vraiment perçu, parce qu'on nous dit que pour le calcul, il faut la moyenne la plus forte. Mais lorsqu'on regarde au niveau des régionales, cela n'a pas été appliqué. La moyenne la plus forte n'a pas été appliquée. On se demande, bon, est-ce que c'est pour les législatives seulement que cela a été appliqué et que pour les régionales, cela n'a pas été appliqué? Si c'était le plus fort reste, M. Rémy devait être élu. Mais lorsqu'on nous dit que c'est la moyenne la plus forte qui est, là, il ne peut plus, dans ce cas, être élu. Et lorsque nous poursuivons le cas des raisons pour lesquelles Adi veut siéger à l'Assemblée, que à ce jour, je crois avoir déjà touché le point. Vous allez m'excuser un peu. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. On rappelle juste aux téléspectateurs que nous sommes avec la vice-présidente du parti politique de l'opposition, Adi. Voilà, nous passons un peu en revue la situation sociopolitique de notre pays. Nous avons commencé avec l'enjeu, en tout cas pour Adi, de participer à ce double scrutin. Bon, l'objectif au départ c'était 10 pour côté législatif et puis 8. Mais actuellement, ce que nous avons côté législatif, c'est 2 députés. La majorité même pour l'ensemble de l'opposition qui siège aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Bien sûr, nous sommes en train de parler de l'hémicycle. Vous y êtes actuellement. En tout cas, on ne reviendra plus en arrière puisque les résultats sont définitifs proclamés bien sûr par la Cour constitutionnelle. Bon, vous y êtes actuellement. Quel sera votre rôle? Bon, chef de file d'opposition, pas qu'ensuite, puisque vous y êtes déjà. Nous sommes aussi dans plus ou moins une nouvelle constitution. Avec la 5e République, si tu vas bien. Forcément que vous allez en discuter au niveau de l'hémicycle parce que vous venez de parler de débats contradictoires. Alors, qu'est-ce que Adi prévoit déjà pour les jours à venir à l'Assemblée nationale? Parce qu'il y aura forcément débat par rapport à cette 5e République, à cette nouvelle constitution et bien d'autres projets qui vont arriver. Parce qu'il y aura aussi à mettre en place le Sénat, il y aura aussi à élire le président du Conseil, voilà, du ministre. Comme vous le savez très bien, qu'est-ce qu'Adi prévoit déjà? Beaucoup de choses. Vous savez, le désir le plus ardent de Adi, c'est que notre pays soit doté d'une constitution qui soit le fruit. Et c'est ce désir-là. Maintenant, la nouvelle constitution que nous avons devant nous, lorsque nous avons une loi, ce ne sont pas toutes les dispositions qui ne sont pas bonnes. Il y a certaines dispositions qui sont bonnes, mais là où nous remarquons que ces dispositions ne nous conviennent pas, ceux qui siègent à l'Assemblée en notre nom, ils doivent le dénoncer, ils doivent dire certaines choses qui vont s'appliquer à nous, qui ne nous intéressent pas. Ils ne vont pas rester muets. Mais c'est pour cela que nous disons que notre présence est meilleure. Parce que lorsque nous siégeons, nous voyons ce qui se passe. Ce n'est pas quelqu'un de venu nous rendre compte de ce qui se passe à l'Assemblée. Nous le voyons et nous pouvons sortir après l'hémicycle, faire une émission et dénoncer, faire une conférence de presse ou quelque chose comme ça. C'est mieux que de... C'est mieux pour nous. Mais nous pensons également que le travail doit être un travail complémentaire. Parce qu'il y a certains, normalement, qui devaient être élus si les élections étaient transparentes. Et au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas obtenu un seul député. Donc, nous devons travailler en complémentarité avec ces partis extra-parlementaires. Et donc, s'ils sont dehors, ils travaillent, nous sommes à l'Assemblée, nous travaillons. Je crois qu'ensemble, ce travail va aboutir. D'accord, je sais que vous allez poser, je vais terminer, j'ai posé la question dans le sens où vous n'êtes pas seul, en tout cas parti politique de l'opposition aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Vous composez aussi avec partis politiques de l'opposition. Bon, quelle sera, la relation à entretenir avec ces partis politiques là dans les jours à venir en fait?
travail, nous entretenons déjà de bonnes relations, puisque les discussions sont toujours en cours. Adi n'attend pas dans les jours à venir avant de contacter les autres. Ça a déjà commencé. Oui, ça a déjà commencé. Et cela doit se poursuivre au niveau de l'hémicycle. Les autres partis de l'opposition. Et pour moi personnellement, je crois que mon désir le plus cher, c'est que tous ensemble, qu'ils puissent s'entendre pour pouvoir siéger. Et s'ils siègent, selon moi, cela leur permettra de dénoncer dans un esprit, dans un cadre commun, de dénoncer les choses. Et ils vont mettre même mal à l'aise le parti au pas, parce qu'au jour d'aujourd'hui, ils ont la majorité absolue. Donc s'il y a certaines choses qui ne se font pas pour le bien-être des populations, tout le monde verra. Parce qu'il y a des gens qui dénoncent qu'il faut faire ci, il faut faire ça, si on faisait ceci, on faisait cela, ça devait être mieux. Et l'opposition, c'est surtout ce rôle-là. Lorsque vous dénoncez certaines choses, ça peut amener celui qui est au pouvoir à revoir les choses. Mais lorsque cela n'est pas le cas et que ce parti a la majorité absolue, ça sera vu au grand jour que la volonté n'y est pas. Je ne sais pas si... Oui, on comprend. Et certains de vos collègues de l'opposition refusent de siéger. Dans ce cas, est-ce que vous pouvez former un groupe parlementaire s'ils ne viennent pas? Notre désir, c'est qu'ils viennent pour que nous puissions travailler ensemble. Mais ce que je peux relever, c'est que chaque législature est maître de son règlement intérieur. Donc cette législature, si cette législature est maîtresse de son règlement intérieur, elle peut décider de quel quota former le groupe parlementaire. C'est pas figé. C'est pas figé. À 3, par exemple, on peut former un groupe parlementaire. Si la loi organique dit que chaque législature est maîtresse de son règlement intérieur, même si c'est c'est elle qui décide. Je ne sais pas. Mais notre désir, c'est que les 5 puissent former un groupe parlementaire. Quel est votre secret ou votre méthode? Parce que Adi est le seul parti politique de l'opposition qui a raflé des sièges à l'intérieur. Dani et Tandjouari, comment est-ce que vous avez procédé? On pouvait avoir 8 députés à l'intérieur du pays si ces élections étaient transparentes. Adi a fait un travail de fond. Bien avant ces élections, on a eu à faire des tournées de sensibilisation, on a eu à faire des tournées, parler à nos membres. Et lors de la pré-campagne, nous l'avons fait dans toutes les contrées. Et seulement que nous avons choisi nous positionner dans 17 préfectures. Parce que nous n'avons pas voulu perdre. Nous avons misé 17 et on se disait que sur les 17, on pouvait avoir 15, 12, mais au moins 10. Donc c'est un travail de fond. Vous pensez avoir fait le nécessaire, mais sauf que le résultat ne reflète pas en tout cas votre effort. Je comprends bien. Ah ouais. D'accord. Fredo, on va laisser tomber ce sujet parce qu'il y a d'autres à décrypter. Il y a aussi par exemple les délestages qui viennent. Forcément, vous pensez là-dessus. Nous sommes en période de pluie, les inondations aussi. Par exemple, vous avez suivi les images tout à l'heure sur SOS 47 où il y a eu des témoignages et bien donc vous connaissez la situation déjà. Ce n'est pas une nouvelle situation pour vous. Oui, donc il y a d'autres sujets à décrypter, mais je vous laisse le temps pour déposer la dernière question. Non, on va directement sur ce sujet. D'accord. Bon, pour plus intempestive, faut-il employer ce thème. En tout cas, ce que nous constatons, c'est que chaque jour que Dieu fait, en tout cas dans le Grand Lomé, il y a quand même des délestages. Quelle analyse vous faites de cette situation aujourd'hui en tant que parti politique et si solution liée à apporter ou à proposer? Ce sera laquelle? Oh, vous savez,
un truc qui met mal à l'aise tout le monde. Et pour nous, au jour d'aujourd'hui, il faut quand même qu'il y ait un plan. Et je crois que les autorités compétentes doivent se pencher sur ce mal-là qui impacte. Donc, personne n'est à l'appui, sauf ceux qui ont les moyens pour s'acheter des groupes électrogènes. Et pour nous, au jour d'aujourd'hui, ce ministère doit vraiment faire son travail. Il ne le fait pas, il le fait. Non, il le fait, mais nous demandons qu'il le fasse, qu'il fasse plus, parce que ça se fait trop remarquer. Délaissage pendant des heures, et par exemple, si c'est des produits congelés, vous voyez des faillites, et il n'y a même pas d'accompagnement par rapport à ce genre de situation. Est-ce que vous, en tant que femme politique, en tant que leader d'un parti politique, vous avez eu écho des raisons, les raisons qui poussent à ces coupures chaque temps. En tant que parti politique, vous avez cherché à savoir les causes. Bon, ce que nous pouvons noter, c'est que nous sommes trop dépendants. Et c'est pour cela que je disais que ce ministère doit plus travailler. Parce qu'il faut qu'on en arrive à un niveau où nous devons être indépendants. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons appris que le Nigeria n'est plus à mesure de fournir l'électricité. Il faut qu'on trouve des palliatifs au niveau de notre pays. Et entre-temps, les années passées, on avait appris aussi que au niveau de Nangbedou, il y a un non-paiement, ainsi de suite. C'est des trucs sur lesquels, ce sont des trucs de première nécessité. Donc, c'est pour cela que nous disons que c'est important que l'autorité se penche dessus. Et puis, entre-temps, il y avait eu un communiqué du Trésor public disant qu'il y a certaines personnes, certaines autorités qui ne payent pas leurs factures d'électricité. Je me dis, est-ce que c'est ça qui a un plus d'impact aujourd'hui? Non, quand on parle d'une dette, c'est-à-dire la société doit aussi à d'autres compagnies. Et Madame la Présidente, comment est-ce que vous comprenez, comment est-ce que vous analysez cette situation quand on dit des responsables, des autorités qui n'arrivent pas à payer leurs factures d'électricité? Vous voyez, moi je n'ai pas la preuve de ce que vous êtes en train de dire, donc je ne peux pas l'affirmer. Mais ce que je sais, lorsque j'étais à l'hémicycle, lors de l'étude du budget, on avait remarqué qu'il y avait certains ministères qui n'étaient pas à jour par rapport au paiement de leurs factures. Et ensemble, à l'hémicycle, en tant que représentant, on avait décidé que ces ministères honorent leur engagement. Donc c'est ce que je sais. Est-ce que ça a été fait? Est-ce qu'il y a un suivi derrière? Oui. En ce moment-là, ça a été fait. Ça a été fait. Il y avait les factures d'électricité, factures d'eau. Et on avait demandé qu'ils honorent leur engagement. Cela a été fait. D'accord. Bon, en tout cas, nous vivons la situation au jour le jour dans le Grand Lomé. Je ne sais pas comment ça se passe à l'intérieur, mais ce que je sais, la semaine écoulée, j'étais en direct avec Amen Kofi Kouma, l'un de nos correspondants, dans la préfecture de Dani, parlait également de la même situation. Autrement dit, peut-être que ça est étendu quand même à d'autres localités de notre pays, comme en période de pluie. Et quand vous circulez dans certaines zones, vous-même vous constatez de visu ce qui se passe concrètement. Qu'est-ce que vos réactions par rapport à ces situations? Je ne sais pas si chez vous, dans votre zone, c'est plus calme, c'est plus commode. Je ne sais pas. Ben bon, quand même, pour certaines populations, ce n'est pas ça. C'est la même chose partout, mais je crois que il y a certains ministères, selon moi, qui doivent plus travailler. Vous voyez, il n'y a pas un plan directeur. Et certaines constructions ont été faites. Bon, il y a le terrain et puis je construis. Est-ce que c'est une zone inondable? Ce n'est pas une zone inondable. Bon,
C'est là où je suis arrivée à trouver moins cher le terrain et je construis. Oui, donc il faut quand même que les autorités attirent l'attention des gens. Il faut constituer cette zone, elle est inondable. Il y a des gens qui ont fait des études qui ont toutes compétences là. Donc, même si la terre n'appartient pas à l'État, il faut quand même que, en tant qu'autorité, qu'on puisse à un moment donné se rattraper en orientant la population. Il y a certains, franchement, ils ont construit parce que ils ont trouvé le terrain moins cher. Inondable ou pas, bon, ce n'est pas la première idée, c'est où se loger. Après l'étude, c'est une question banale, puisque vous avez siégé, vous maîtrisez un peu la loi. Est-ce que peut-être lorsque vous faites votre étude, votre recherche au niveau du cadre, par exemple, vous voulez quand même vous accueillir un terrain et on vous dit là c'est une zone inondable, vous ne pouvez pas. C'est juste un petit conseil, mais est-ce qu'il y a une loi qui peut-être donne l'autorité au monde de dire non, cette partie n'a pas les réserves, hein, de dire non, cette partie vous ne pouvez quand même pas l'exploiter. Voilà. Je l'ignore. D'accord. Mais je crois que ça doit exister. Mais pourquoi ça ne l'applique pas? Il y a des permis de construire, qui doit avoir une loi. Oui, et maintenant, moi je reviens sur une question. Vous êtes maintenant le chef de file de l'opposition, votre parti, c'est-à-dire professeur Rémi Goguet devient le chef de file de l'opposition aujourd'hui. Ah bon. Et en tant qu'institution, puisque c'est une institution aussi de la République, vous avez une solution, une idée à proposer au gouvernement sur ce sujet. Bon, le décret n'a pas été pris, c'est pas encore pris pour nous dire que, bon, Adi est chef de file de l'opposition. Parce que le statut dit est le chef de file de l'opposition, le parti qui a plus de députés. C'est la loi. Et au niveau de cette loi, il faut prendre également un décret. La loi seule ne... Oui. Vous attendez le décret? Oui, il faut forcément qu'il y ait un décret. C'est dans ce décret-là qu'on saura. Il n'y a plus de gouvernement. Il n'y a plus. Le Togo n'a plus de gouvernement. Donc, il y a les affaires courantes qui sont quand même gérées. Hein. Mais les affaires courantes, ça ne fait pas partie des affaires courantes. Pour le moment, nous ne pouvons pas dire que nous sommes immédiatement dessus de l'opposition. Vous attendez le décret. Donc d'abord le décret. Et si le décret confirme que nous sommes chefs de file de l'opposition, peut-être nous verrons les prérogatives. Oui, mais c'est comme si vous ne voulez quand même pas dévoiler un peu vos stratégies actuelles. Parce que supposons que vous êtes, parce que vous n'allez quand même pas tomber comme ça au niveau des travaux. C'est forcément que vous y êtes préparé, vous préparez déjà au jour le jour. Au cas où nous sommes chefs de file de l'opposition. Notre premier objectif, c'est la réconciliation nationale de notre pays. La réconciliation nationale en passant par l'émergence d'une société solidaire, plus juste et équitable. Cela nous préoccupe beaucoup. Et notre objectif également, c'est le développement de notre pays, ainsi que la sécurité et le bonheur du peuple togolais. Donc, nous allons travailler dans ce sens au cas où vous devez confirmer que nous sommes chefs de l'opposition. Et surtout, parlant de la réconciliation, notre désir le plus ardent, c'est qu'au niveau de l'opposition, on puisse parler du... Ce langage date, parce que lorsqu'on parle de l'unité de l'opposition, ce n'est pas... Mais on ne peut pas se lasser de rechercher cette unité-là. Oui. Quelle est votre relation aujourd'hui avec le parti au pouvoir? J'allais même pousser la question loin. J'allais même pousser la question loin en demandant est-ce que Adi accepterait de composer aussi avec le parti au pouvoir pour peut-être le prochain gouvernement ou peut-être le prochain gouvernement? Ce n'est pas encore discuté au niveau de notre parti. Et moi, ce que j'apprécie au sein de l'ADI, c'est que les discussions, on ne marginalise personne.
le militant qui est au fond, quelque part, sur la plateforme, sur la même plateforme, un militant peut critiquer le président par rapport à son point de vue, et ainsi de suite. Et je crois que c'est quelque chose qui nous aide à faire des percées. Oui, mais vous y pensez quand même, ça dit collaborer avec le pouvoir peut-être pour gérer les affaires voilà, du pays. Vous y pensez quand même? On n'a même pas du tout pour le moment. Puisque cette discussion n'est pas encore été évoquée, même pour dire qu'on peut former le gouvernement, on peut participer à ce gouvernement. Ok, vous avez... Je ne peux pas me prononcer ici parce que ça n'a pas été discuté. Je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non. Parce qu'il faut que la discussion soit menée et qu'un consensus soit dégagé. Et il n'y a même pas un début de cette discussion-là. Vous avez siégé en tout temps à l'hémicycle. Ouais. Et une question banale. Et le maire de Dani est élu député. Est-ce qu'il y a une loi? Il va rester maire et député ou bien il va démissionner? Et... Non, ce ne sont pas des actions incompatibles. Oui, il y en a. Hein. Elles sont compatibles. Je sais qu'il y a des Il peut être députés député maire. Il peut être député maire. C'est au niveau des élections municipales et régionales qu'il y a incompatibilité. Donc s'il était conseiller régional, là il allait démissionner. Parce qu'il allait choisir entre être maire et être conseiller régional. Mais pour la fonction de député, il n'y a pas d'incompatibilité. D'accord. Nous tendons vers la fin de cet entretien avec notre invité du jour, la première vice-présidente bien sûr du parti politique de l'opposition a dit, pour le moment on parle de chef de file de l'opposition à griffe. Parce que selon elle, il n'y a pas encore un décret confirmant en tout cas le statut. Donc on attend aussi. Avant vos mots de fin, on va faire une analyse d'une façon générale, mais vous allez dans cette partie nous parler un peu d'une façon succincte des perspectives d'Adi sur le plan général en fait, mais d'une façon succincte, pas forcément au niveau de l'hémicycle, mais bon voilà, les élections sont finies, les résultats sont là. Adi demain, peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, c'est quoi? Parce qu'on sait qu'avec la nouvelle constitution, on ne va plus aller aux élections législatives. Bon, dans 2 ans, Adi prévoit peut-être aussi, bon, c'est pas d'une façon succincte. D'accord, les perspectives, c'est que nous pensons que au niveau de l'hémicycle, nous allons continuer par nous battre par rapport à cette constitution. Et nous osons croire que cela pourra aboutir un jour. Nous pensons également, en 2025, il y aura quand même les élections locales. Ouais. En juin. Et comme cela a été dit au niveau de notre congrès, puisque nous n'avons pas tenu notre congrès, que nous participerons aux élections. C'est pour cela que nous présentons dans cette perspective pour continuer ce travail de fond. Et pour nous n'allons plus nous limiter à 4 conseillers et un seul maire. Donc notre objectif, c'est de faire plus. D'accord. On va vous accorder quelques minutes. Vous parlez aux téléspectateurs, peut-être aussi à vos militants qui vous suivent en direct sur Aspect dans cette émission. On fait le point. Ça sera quand même vos mots de fin, cette émission. D'accord. Nous remercions les téléspectateurs et notre désir au jour d'aujourd'hui, c'est que cette législature nous donne une surprise, qu'on ait une surprise agréable. En ce sens, qu'ils puissent avoir une indépendance d'esprit et leur objectif commun soit le bien-être de nos populations. Et pour les militants, je leur dis bonjour et continuons le travail de fond que nous avons déjà entamé et pour plus de performances.